Bienvenue. Merci beaucoup. Merci Céline pour le micro. Dans demain. Merci de m'accueillir en tout cas dans ces beaux locaux. Merci Anaïs, c'est un plaisir partagé. Donc, bienvenue à Agence.com, qui est une agence donc, de communication globale. Donc, il faut savoir que nous sommes une équipe de 10 collaborateurs. En open space. En open space, voilà, tout à fait. Donc, je vais te présenter rapidement mes 10 collaborateurs. Donc, on a dans un premier temps Mathis, qui est donc ce que l'on appelle intégrateur et développeur, donc qui s'occupe de la partie site, dans tout ce qui est les lignes de code. Ensuite, à côté, Hugo. Encore un développeur qui fait du développement de sites internet et d'applications. On va avoir ici donc Fred, est spécialisé surtout sur la partie ce qu'on appelle print. Okay. Donc print, c'est tout ce qui est création graphique, impression de supports comme les cartes de visite, flyers, catalogues et autres supports papier. Ici, on a Julien qui est aussi développeur, donc développeur web et applications. Ok, donc là c'est vraiment la partie plutôt développement. C'est plutôt la partie développement. Donc on a mis Fred au milieu pour couper un peu. Hein. Ok. Voilà. Et donc encore un développeur, Alex, donc qui gère justement le pôle web sur l'agence, qui est ce qu'on appelle le lead développeur. Donc le chef d'équipe. Le chef d'équipe. Ok, très voilà. bien. On passe un peu plus côté créa avec Jérôme, qui est donc le directeur artistique de l'agence, c'est-à-dire que c'est lui qui va chapeauter toute la partie graphique donc sur les projets clients. Donc là c'est ton bureau. Ici c'est mon bureau, le seul qui est vide. Voilà. Ok. Bonjour. On passe sur la partie donc community management et rédaction web avec Marion et Perrine, qui sont donc les deux collaboratrices de l'agence qui gèrent toute cette partie, donc animation des réseaux sociaux, rédaction des textes pour les sites, pour le référencement, gestion des campagnes sur Google et sur les réseaux sociaux. Et pour terminer, on a Aurore, voilà, qui se cache derrière les écrans, donc qui est graphiste et intégratrice, donc le côté intégrateur, donc c'est comme un peu comme ce que fait Mathis, c'est-à-dire que le but c'est de harmoniser le graphisme qui va être créé par un graphiste sur un site internet. J'en profite pour à mon tour me présenter. Donc moi c'est Anaïs de MyFuture, donc une entreprise sociale qui aide les jeunes de 13 à 20 ans à trouver leur futur stage, leur future alternance, voire leur futur métier. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle. Donc on est à Perpignan chez Agence.com. Et on va tout de suite en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites ici. Avec toi Florian. Avec plaisir. Ok. Est-ce qu'on peut s'asseoir ? Oui, bien sûr. Yes. Je t'en prie. Ok, donc c'est toi qui as fondé l'entreprise. Est-ce que tu peux me parler un petit peu déjà de quand tu l'as fondée et de ce que vous faites ici ? Elle a été fondée en 2013, donc ça fait maintenant un peu plus de 10 ans. Après, au niveau des activités, donc on est ce qu'on appelle une agence de communication globale. D'accord. Donc ça porte bien son mot on fait toutes les prestations qui tournent autour de la communication. Donc ça va passer par la création graphique, donc la création d'un logo, les créations de cartes de visite, de flyers, de catalogues. On va passer aussi par la création de sites internet, d'applications mobiles. On fait aussi le développement de ce qu'on appelle d'applications web. Donc ce sont des logiciels qui, à la différence d'un logiciel que l'on va installer sur un ordinateur, là on va l'utiliser directement sur un site internet en ligne. On fait aussi la partie référencement et réseaux sociaux. Donc on gère l'animation pour nos clients des réseaux sociaux. On rédige les textes qui vont servir de référencement sur les sites internet de nos clients. Tu peux expliquer ce que c'est que le référencement ? Alors le référencement, quand tu vas faire une recherche sur Google, par exemple, imaginons que tu vas chercher un plombier à Perpignan, puisqu'on est à Perpignan, tu vas avoir une quantité de résultats qui va apparaître. Les premiers résultats qui sont tout en haut la plupart du temps, ce sont les résultats que l'on appelle de campagnes payantes, les Google Ads. Donc cette partie-là, on la gère aussi. Donc c'est-à-dire que le client va définir un budget, par exemple, de 5 € par jour pour figurer dans ces résultats. D'accord, ok. Et après, en dessous de ces 3 ou 4 résultats, on va avoir les résultats, ce qu'on appelle naturels. Donc les résultats naturels, forcément, le but, c'est d'apparaître dans les premiers. Donc tout l'intérêt de la rédaction des textes sur les sites internet de nos clients va être de justement permettre de remonter dans ce positionnement. Est-ce que tu peux me dire qui sont globalement tes clients aujourd'hui ? Ça va être quoi comme boîte ? Alors, on touche vraiment tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on va avoir des artisans, on va avoir des commerçants. Après, on va avoir des PME, donc des petites et moyennes entreprises. Et on va avoir aussi de grosses entreprises nationales qui sont en France comme à l'étranger. D'accord. Et pour que ce soit encore plus concret, est-ce que tu as un exemple de projet sur lequel tu as particulièrement aimé travailler ou qui t'a marqué, une petite anecdote marrante Il y en a un particulier, donc c'est un de nos plus anciens clients qui s'appelle donc Vainqueur Catalan. C'est un caviste, donc c'est-à-dire qu'il a des magasins
magasins de vente d'alcool, de bière et aussi de produits locaux. Et c'est vrai que c'est un plaisir de bosser avec lui parce qu'on a vraiment une communication globale, c'est-à-dire qu'à la base, il nous a contacté pour refaire son site internet et on gère encore toujours donc ses réseaux sociaux. Donc on a commencé par gérer les réseaux donc Facebook et Instagram et maintenant on gère aussi TikTok. Alors c'est vrai qu'en plus ce qui est marrant avec TikTok, c'est qu'il faut trouver les petits sujets qui plaisent et qui attirent. Donc il y a des scènes assez sympathiques qu'on va forcément devoir trier et couper ou pas au montage, mais ce sont des moments vraiment sympas que l'on partage avec ce client. Donc dans cet exemple précis, en fait, vous contribuez vraiment à faire grossir des entreprises. Typiquement là, c'est le cas. C'est tout l'intérêt de la communication, c'est que derrière, ça va pouvoir permettre à l'entreprise de se faire connaître, de développer ce que l'on appelle sa notoriété. Et le but premier de la communication, c'est d'avoir un effet de levier au niveau du chiffre d'affaires, du nombre de clients. C'est la base de toute entreprise. Et toi, tu fais quoi ? Alors, moi je passe beaucoup de temps au téléphone avec les clients et en rendez-vous, puisque j'ai le poste de chef de projet. Plus précisément, donc je vais ramener donc de nouveaux projets au niveau de l'agence. Je vais mettre en place ces projets, définir qui va bosser sur ce projet-là et mettre en place donc tout un planning pour définir les différentes dates, pour animer les réseaux sociaux. Donc en fait, je fais vraiment l'accompagnement avec le client et je fais le relais avec les différents collaborateurs de l'agence. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, de ta formation, vers quoi t'es passé pour en arriver là ? Donc après l'obtention de mon bac, je suis allé à l'université, j'ai fait un DUT de gestion des entreprises et administration. Alors je crois que maintenant ça s'appelle un BUT, ça a changé de nom. À la suite de ça, j'ai fait la dernière année d'une licence professionnelle en commerce international. Donc là, c'était plus pour partir justement un peu plus sur une ouverture internationale, parce que je me cherchais encore un peu, je savais que c'est quelque chose qui me plaisait, mais je voulais voir un peu ce que ça donnait. Et suite à ça, je me suis parti en école supérieure de commerce. Donc j'ai fait 3 ans en plus sur Pau et sur Bordeaux pour étudier tout ce qui tourne autour de la communication, c'est-à-dire le marketing, le web marketing et aussi l'entrepreneuriat, donc comment gérer justement une entreprise. À la suite de ça, donc là j'ai obtenu donc deux Master 2 et j'ai commencé tout d'abord en tant que commercial dans la communication, dans la publicité. Et j'en avais marre de parcourir la France en permanence et je me suis dit c'est le bon moment pour créer mon agence, mais il me manquait quelques compétences et à ce moment-là donc justement j'ai fait une formation complémentaire pour acquérir les compétences donc dans ce qui manquait, c'est-à-dire la création graphique et le développement web. Donc la création de sites internet. Donc l'agence a été créée, comme je te disais plus tôt, en 2013. J'ai commencé tout seul dans ma véranda chez moi pendant quelques années, je crois pendant à peu près 4 ans. Tu faisais tout seul ? Je faisais tout seul, mais le problème c'est qu'il y a un moment où tout seul, ça n'était plus possible. Donc il a fallu que je mette en place une équipe. C'est à ce moment-là que j'ai pris de premiers bureaux. J'ai intégré donc 3 collaborateurs pour commencer et petit à petit l'équipe s'est étoffée pour aujourd'hui financer ces bureaux avec une équipe de 10 personnes. D'accord. Et alors d'avoir effectivement une bonne cohésion d'équipe, en tout cas dans votre équipe. J'ai même vu qu'il y avait une Switch dans la cuisine. C'est ça, il y a une Switch dans la cuisine, il y a 3-4 consoles et qui sont utilisées d'ailleurs régulièrement le midi lors de la pause parce que c'est vrai qu'on a des métiers qui demandent beaucoup de concentration et c'est vrai qu'après avoir mangé, ça permet de pouvoir évacuer un peu, de jouer ensemble. Tout le monde ne joue pas, mais il y en a qui vont préférer plutôt se plonger dans un bouquin ou aller prendre le soleil quand il fait beau. Les parties de console, moi personnellement, j'ai besoin de ça. Ok, c'est un aspect super important, je pense qu'il peut donner envie un jeune de bosser chez vous, quoi. Et quels sont les conseils justement que tu donnerais à un jeune qui voudrait faire le même métier que toi, que ce soit dans la communication, mais voire qui aurait envie plus tard de créer sa boîte, en tout cas de bosser dans la communication. Quels atouts il doit avoir selon toi ? Autant pour la partie création graphique, donc la partie donc le graphiste c'est celui qui va créer un logo ou des maquettes de flyers ou autre. Autant donc pour la partie graphisme que pour la partie développement web, ce sont 2 métiers qui selon moi qu'il faut faire avec une certaine passion
parce qu'on ne s'invente pas graphiste. Là, on le voit dans notre métier, la plupart des graphistes qui se démarquent ont toujours eu une certaine appétence pour le dessin, donc des compétences particulières pour le dessin, que ce soit un dessin au crayon, dessin à la peinture ou dessin sur ordinateur. Et dans le développement, forcément, c'est sûr que quand on grandit avec un ordinateur entre les mains et que c'est quelque chose qui nous plaît, on va être justement amené à chercher un peu plus loin, passer des journées à rentrer des lignes de code, à résoudre des problèmes sur des fonctions que l'on aura rédigées. Il faut aimer. C'est un métier qui est très plaisant. C'est vrai que c'est un régal. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment aimer en amont. On ne se lance pas comme ça. Ok, donc plutôt, tu rechercherais plutôt des profils passionnés et qui aiment le contact. C'est ça. Voilà. Tu avais des gens de ton équipe à me présenter, notamment Perrine. Et en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. On va voir Perrine ? Eh bien, écoute, avec plaisir. Et allons voir Perrine. Allez, merci, je te laisse me suivre. Donc là, on se retrouve dans la cuisine. Voilà, dans la partie cuisine détente. Et donc, je te présente Perrine. Bonjour Perrine. Bonjour Anaïs. Donc toi, tu fais de la rédaction web, on voit à peu près ce que c'est, et du community management. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, la rédaction web, c'est-à-dire que là, je vais rédiger forcément sur le web, mais avec une spécificité, c'est-à-dire que là, je vais rédiger donc à la fois pour l'humain, mais aussi pour les moteurs de recherche. L'objectif, pour les clients pour lesquels je travaille, les sites internet en fait, pour lesquels je rédige, en fait, soit bien positionné, soit bien classé sur Google. Et community management, alors qu'est-ce que c'est ? Alors donc le community management, si on devait en fait faire la traduction littérale, en fait, ça serait animatrice de communauté. Et là, en l'occurrence, donc sur les réseaux sociaux, je m'occupe de faire des publications sur les réseaux sociaux. Donc après, ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, ça peut être Twitter, ça peut être TikTok. Okay. Voilà. Donc le but, en fait, c'est de communiquer pour une entreprise sur ces canaux-là, de façon à valoriser leur entreprise, à promouvoir aussi leurs services. Alors après, sur des tonalités différentes, forcément en fonction des réseaux utilisés, en fonction des canaux utilisés, parce que forcément sur LinkedIn, qui est un réseau spécifique professionnel, exactement. Je veux dire, on va employer un ton, déjà un petit peu plus formel, même si maintenant on tend à aller sur quelque chose d'un petit peu plus décalé, alors que sur TikTok, on va communiquer de façon plus ludique, avec une petite touche humoristique, quelque chose qui soit plus divertissant. Donc en fait, ça, ce sont deux formes de communication différentes. D'accord. Donc tu es un peu une experte des réseaux sociaux finalement. Exactement. Et comment est-ce que tu t'es formée ? Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours ? Alors pour ma part, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique dans le sens où j'ai une formation en fait initiale dans l'administratif. Je veux dire, j'étais secrétaire comptable. D'accord. Et en fait, au début des années 2000, j'ai intégré en fait la rédaction d'un magazine. Alors là, en tant que secrétaire comptable. D'accord. Et au fil du temps, on a eu des demandes, il y a eu un besoin en matière de rédaction pour le magazine, pour des petites brèves, des petites choses comme ça. Et c'était aussi le début des sites internet, des blogs, etc. Et donc, j'étais amenée en fait à rédiger pour le blog du magazine en question. Ok. Et en parallèle, j'étais blogueuse. Tu avais un blog de quoi Alors, j'avais un blog de cuisine sans gluten. C'était vraiment le tout premier. Oui, c'était le tout premier blog de cuisine sans gluten qui a connu vraiment son succès. Incroyable. À ce moment-là. Du coup, je pratiquais finalement ce qu'était le community management, mais qui n'existait pas encore. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que ton blog existe toujours ? Mon blog n'existe plus puisque je veux dire, mon activité a fait que j'avais moins de temps à y consacrer. Et donc, avant d'intégrer cette agence, j'imagine que du coup, tu as eu d'autres expériences professionnelles. Tout à fait. Donc en fait, il y a ce magazine-là pour lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. À l'époque, j'avais même créé le MySpace. Donc en fait, c'est vraiment l'ancêtre du réseau social. Après, donc j'ai déménagé sur la région de Perpignan, où là, par contre, il y a eu une cassure. En fait, j'ai voulu retrouver un petit peu ce monde de la communication, du journalisme et tout ça. Sauf qu'à Perpignan, ça a été un petit peu plus fermé. S'il n'y a pas de réseau, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai repris finalement mon poste initial, qui était secrétaire comptable sur en fait une zone industrielle de Perpignan. Mais rapidement, je me suis rendu compte que non. C'était vraiment plus du tout ça que je voulais faire. C'était vraiment retrouver en fait ce que j'avais vécu dans mon précédent job. Et de là, en fait, j'ai intégré une formation professionnelle pour justement appuyer en fait mes compétences que j'avais déjà acquises en autodidacte, donc tout seul. Voilà. Et voilà, et en fait, pour avoir en fait certaines crédibilités, je veux dire au niveau des employeurs, j'ai effectué une formation professionnelle. Et aujourd'hui, tu regrettes pas du tout d'avoir arrêté la comptabilité ? Non, du tout.
Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail au quotidien? Dans mon travail au quotidien, franchement, voilà, la première chose c'est d'être avec mes collègues parce que franchement, voilà, on s'amuse très bien ensemble, on s'entend très bien ensemble. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu cette fibre en fait, au travers du social media, du community management, des réseaux sociaux. Ouais. J'ai toujours eu cette fibre-là d'évoluer sur ce milieu-là. Après, pareil, en perso, voilà, je m'amuse beaucoup sur mes comptes perso. Et très active sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Ouais. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'amuse beaucoup. Et au-delà de ça, en fait, j'avais aussi cette appétence au niveau de la rédaction. Ouais. Oui, parce que j'ai toujours en fait que j'étais pas forcément très bonne à l'école, je veux dire en français et en rédaction. Mais ça c'est quelque chose en fait justement au travers de mon blog en fait que j'ai pu développer et en fait j'y ai pris goût et forcément en y prenant goût, on acquiert d'autres compétences. Et en fait, alors il y avait pas, moi je connaissais pas du tout cette notion de référencement, de positionnement sur Google et tout ça. Et c'est vrai que au travers de mon blog sans gluten, je veux dire forcément j'avais envie que mes recettes soient trouvées, soient lues et sur Google. Donc après j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur comment rédiger justement pour être bien positionné. Ouais. Donc toi, si j'ai bien compris, il y a vraiment deux parties dans ton métier, la rédaction web et les réseaux sociaux. Mais tu disais que ça se recoupait finalement. Ouais, bien sûr. Évidemment, tu dois écrire pour les réseaux sociaux. Mais du coup, c'est quoi ta journée type? T'arrives le matin Alors, j'arrive le matin, comme là, je veux dire, je bois mon petit café. Je veux dire, ça, c'est essentiel. Ok. Primordial même. Et puis, après, je me réfère finalement en fait à mon calendrier en fait éditorial parce que forcément, en fonction des missions que j'ai selon les diverses clients, il va falloir que je rédige une actualité, je veux dire, pour son site internet ou ça va être en fait un post pour les réseaux sociaux. Alors que ce soit les posts ou que ce soit en fait les actualités, généralement j'essaye de me servir des problématiques que peuvent rencontrer justement les internautes qui seraient susceptibles en fait de faire appel à ces services-là, justement de façon à répondre à cette problématique. Voilà, tout simplement. En fait, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte de notre profession. Ouais. Là, on va pratiquer ce qu'on appelle de l'inbound marketing, c'est-à-dire vraiment faire venir les gens à nous. D'accord. Tout simplement. Je veux dire, là, on n'est pas sur une phase de prospection, mais je veux dire, voilà, le but, c'est que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le web, on puisse répondre en fait à l'attente de l'internaute. Oui, d'accord, presque même avant qu'il ait le besoin. Exactement, c'est ça. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de faire de la communication, de la gestion des réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux c'est hyper en vogue. Enfin voilà, notamment tu parlais de TikTok. Bon, alors c'est hyper en vogue. Alors c'est vrai que là on s'est concentré vraiment sur la partie rédactionnelle, alors qu'en fait, je veux dire, le community management, il y a aussi une partie créa, oui, parce que voilà, en effet, on peut être amené à créer des visuels. Alors forcément, ça sera pas du niveau d'un graphiste, mais c'est vrai, ça va être quelque chose qui va être suffisant, qui va être quand même très propre. Quand je parle de visuel, ça va être une petite infographie ou ce genre de choses, mais ça va être aussi de faire de la vidéo, ça va être aussi faire de la photo. Il y a quand même un petit investissement au niveau du matériel, forcément à effectuer. Mais alors après, c'est pareil, je vais pas être au niveau d'un photographe professionnel ou d'un vidéaste professionnel, mais ça va être quand même quelque chose qui va être propre. Je veux dire, pour les réseaux sociaux, c'est amplement suffisant. D'accord. Quel est pour toi le profil idéal pour faire ce que tu fais toi? Alors le profil idéal, c'est déjà quelqu'un qui aime bien être sur les réseaux sociaux, en fait, qui a une vraie appétence là-dessus et qui va vouloir s'amuser à tester en fait toutes les nouvelles fonctionnalités parce que ce qu'il y a, c'est que par exemple sur Instagram ou TikTok, enfin je veux dire, il y a des fonctionnalités qui sortent tout le temps, il y a toujours des nouveautés en permanence et en fait faut s'amuser justement avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, faut oser, en fait il faut avoir envie de parler tout simplement avec les gens, parce qu'on fait que ça en fait, on fait que parler avec les gens. Écoute, merci en tout cas pour ton intervention. Merci. Je pense qu'on a bien compris ce que tu faisais. Puis moi je pense que je vais tout de suite retrouver Jérôme. C'est ça. Ça tombe bien, il est là. Super, merci. Merci beaucoup et je te rends le micro. Merci. Bonjour Jérôme. Hop, je te donne le petit micro. Je te remercie. Donc toi, tu es directeur artistique. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est un directeur artistique ? Un directeur artistique. Alors, plus exactement, c'est le chef d'orchestre dans une agence de communication. D'accord. Celui qui va gérer toute la production, que ce soit le graphisme, que ce soit ce qu'on appelle la deadline. C'est le respect des échéances qui sont prévues avec le client. D'accord, ok. Donc souvent, quand on parle souvent dans le métier de charrette, ce genre de choses, c'est pour quand, c'est pour hier. Donc c'est toi qui prends tout le stress.
En gros, un peu, en partie. Après, il y a tout l'aspect justement créatif. On va piloter en fait une équipe de graphistes selon justement un cahier des charges, un brief de départ. Respecter justement, atteindre cet objectif et de respecter justement les échéances. Est-ce que tu peux justement en 2 mots aussi m'expliquer ce que c'est que le graphisme? Ça consiste en quoi? Le graphisme, c'est le fait de mettre en image le message, par exemple, d'un client. On parlait, j'ai entendu Florian parler tout à l'heure de logotype, ce genre de choses. Le logotype, c'est l'identité propre du client. C'est la première chose que l'on va créer, effectivement, ce qui va lui permettre de pouvoir communiquer derrière. Donc le graphisme, c'est illustrer par des images, ce genre de choses, du son, voilà, illustrer un propos, un message. Donc et ça nécessite la maîtrise de logiciels, j'imagine. Entre autres, ouais. Entre autres. D'accord, et c'est parce que c'est une question qui, je pense, peut être posée. Sur quel logiciel tu travailles? Alors, il existe des logiciels qui sont gratuits, mais en règle générale, dans ce métier, on utilise souvent la suite Adobe. Ok. Voilà, où on va utiliser des logiciels comme Photoshop, oui. On va faire de la retouche d'image, Illustrator pour faire de l'illustration, ce qu'on appelle vectoriel. Ouais. Du dessin avec à base de vecteurs. En 3D, c'est ça? Ouais, un petit peu. Ouais, c'est du dessin extrêmement précis qui permet effectivement de pouvoir agrandir une illustration et de pouvoir l'avoir en format extrêmement grand et toujours net. Sans que ça pixelise, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement. Ouais. Pixel, c'est plus de l'image. On est plus dans l'ordre de l'image, donc Photoshop, c'est très adapté pour ce genre de type d'image. D'accord, ok. Donc après, on a des logiciels de mise en page, on a des logiciels pour faire du montage, ce que vous utilisez, oui. je pense vous aussi. Oui, c'est ça. Après, du logiciel pour faire de la musique. Moi, c'est vrai que sous ma casquette, je fais du montage, je fais de la vidéo, je fais du son, du graphisme, voilà, un peu de tout. Ok. Voilà. J'imagine donc que tu t'es formé pour en arriver là. Exactement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? Atypique. Je pense que quand on fait ce métier, souvent, j'enseigne aussi à côté dans une école qui s'appelle l'IDEM, qui est un centre de formation. Depuis peu, j'enseigne là-bas. Tu enseignes quoi? Et j'enseigne j'enseigne le graphisme, j'enseigne InDesign, ce genre de choses, mais l'UI, l'UX. Ce qu'on appelle l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur, donc tout ce qui est pour améliorer, c'est ça, voilà. L'expérience exactement de l'utilisateur face à une interface. Voilà, exactement, c'est ça. Très bien. Effectivement, on est souvent amené, je pense, dans ce métier à sortir un petit peu du cadre. Voilà, c'est souvent le cas. Moi, j'ai commencé en faisant les Beaux-Arts. Je suis diplômé des Beaux-Arts de Perpignan, feu les Beaux-Arts de Perpignan. Et ensuite, j'ai été formé à la fameuse école dont je vous ai parlé il y a 2 minutes, l'IDEM formation. D'accord, ok. Tout d'abord dans le print. Donc le print, le papier. Exactement. Ouais. Merci de le préciser. Et une deuxième formation bien plus tard. J'ai travaillé pendant plus de 11 ans dans une grosse agence de com où j'étais directeur artistique avant d'intégrer cette agence-là. Et entre-temps, j'ai refait une formation qui, elle, était plus dans le digital, tout ce qui est dans la création de sites internet, bannières web, voilà, ce genre de choses. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton travail? Alors, ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est ma liberté. C'est un métier, on a souvent tendance à penser commence à 8h, on finit à 22h. Alors, je vais pas mentir, je vais pas dire que c'est pas le cas. Ça arrive, voilà, 21. Ça arrive des fois, mais j'ai une certaine flexibilité et c'est le fait que chaque jour, en fait, je ne fais jamais la même chose. C'est toujours cette nouveauté, ce renouveau à chaque fois. Donc, en fait, c'est pas un métier où on peut s'ennuyer, en fait. Et moi, ce que je me demande aussi, c'est si une fois diplômé, un jeune peut devenir directeur artistique tout de suite, ou bien on est d'abord graphiste. Exactement. Justement. Voilà, c'est ça. En fait, il existe des écoles qui forment des directeurs artistiques, mais la véritable école, c'est le métier. C'est vraiment être en agence, c'est se former, c'est d'apprendre, de faire des erreurs. Ça, c'est inévitable. Je connais pas de professionnels qui se sont pas plantés à un moment donné. Une erreur, c'est tout à fait normal. Faut apprendre de ses erreurs et c'est comme ça, effectivement, qu'après on peut prétendre être directeur artistique. Je pense qu'il faut toucher un petit peu à tous les métiers, un petit peu à toutes les productions diverses. Et à partir de là, effectivement, avec une certaine expérience, on peut effectivement prétendre et être, on va dire, efficace, je pense, dans ce métier. Et alors, donc c'est quoi les qualités essentielles d'un bon graphiste débutant? Je pense qu'il faut être d'une part passionné, il faut être curieux. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Se nourrir, s'inspirer beaucoup, se nourrir, essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, de reproduire aussi. Je vois quand je suis à l'école, quand je forme, je vois que beaucoup de personnes ont envie de créer, d'être tout de suite dans la création, d'innover. Mais en fait, on peut pas innover si on n'a pas déjà compris comment les choses fonctionnent, si on n'a pas, c'est pas approprié un petit
petit peu les choses qui existent déjà. Pour tout jeune qui a envie de démarrer, j'ai envie de lui conseiller de pas hésiter à copier, à refaire les choses, justement comprendre comment ça marche et à continuer à regarder des tutos, des vidéos sur YouTube, de se nourrir, d'aller sur des sites justement de créa, de regarder un petit peu les choses, comment elles se construisent et se nourrir en fait son regard, son esprit créatif et de pas hésiter à sortir des sentiers battus. Un graphiste débutant, il débute à quel niveau salaire, si tu as une tranche à peu près? De salaire? Ouais. En règle générale, c'est généralement au SMIC que ça démarre. Mais c'est un métier dans lequel on évolue. Oui, voilà. On peut évoluer assez rapidement. Après, ça bouge effectivement beaucoup. C'est un métier qui bouge beaucoup. Moi, je vous ai dit, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé comme graphiste. J'ai commencé en fait comme stagiaire dans une boîte. Okay. Et c'était une toute jeune boîte. Et suite au stage, ils t'ont gardé. Ils m'ont dit on te propose un petit CDD, ça fonctionne bien. Et puis de fil en aiguille, je suis resté plus d'11 ans dans la boîte. C'est devenu une boîte avec plus de 20 personnes à l'intérieur. Okay. Donc voilà, je suis passé du petit graphiste au DA. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne généralement. Puis petit à petit, on monte les échelons. Ok. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous de vous intéresser à ce métier. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais tout de suite retrouver Alex pour la suite de la visite, qui sera le dernier interview. Bonjour Alex, bonjour. Je te tends le micro. Enchanté. Je te propose qu'on s'installe ici, en salle de réunion. Vas-y, je te suis. Donc toi, apparemment, tu es le super développeur du bureau, c'est ça? Il paraît. Donc explique-moi en quoi ça consiste, le lead développement. Alors le lead développement, en fait, c'est vraiment la personne qui va chapeauter donc l'équipe de développement. Donc par exemple, sur un projet, on va définir ce qu'on appelle caractéristiques techniques du projet. Donc sur quelle technologie on va travailler pour définir le projet, donc en rapport avec les besoins du projet, bien entendu. Assigner les tâches, tout simplement, et faire le suivi sur l'avancée des tâches, gérer le planning, les priorités, etc. Et je m'occupe également aussi de faire le suivi avec le client sur l'avancée de son projet, faire la présentation, etc. Et est-ce que tu peux m'expliquer avec des mots assez simples ce que c'est que le développement web? Est-ce que c'est des lignes de code, c'est ça? Exactement, c'est ça. En fait, c'est plusieurs langages de programmation qu'on va utiliser, tout simplement, que ce soit pour la partie ce qu'on appelle front-end, donc c'est tout ce qui se voit sur une page web ou une application mobile. Ouais. Donc la partie visible par l'utilisateur. On a la partie back-end, justement, qui est la partie qui, elle, ne se voit pas. C'est le moteur de l'application. Par exemple, si tu prends une maison, le front, ça va être tout ce que tu vois, le parquet, la peinture, etc. D'accord. Par contre, le back, ça va être l'électricité, la plomberie, la tuyauterie, tout ce qui est derrière. Et tu me parlais tout à l'heure aussi de langage de code. Ça, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que tu peux me donner quelques exemples? Oui, bien sûr, il y en a plein, il y en a énormément. Tu as des langages de typage qui sont vraiment utilisés pour ce qu'on appelle donc le front, la partie visible. Donc tu as l'HTML, CSS, tu as le JavaScript qui va rajouter une partie d'animation. Par exemple, quand tu cliques sur un bouton, tu peux avoir le bouton qui s'envole, tu peux avoir des effets de survol, etc. Ça peut être géré en JavaScript. Et après, tu vas avoir ce qu'on appelle les langages back-end, donc vraiment qui vont faire le traitement de la donnée. Donc tu as PHP, Python, tu en as l'appel. Vraiment, il y a des langages pour tout le monde. Tous les langages vont faire entre guillemets la même chose, en tout cas pour la partie back, mais avec des spécificités différentes. Tu vas avoir des langages qui sont plus robustes, par exemple pour tout ce qui est système bancaire, système de santé. Tu en as d'autres qui sont plus faciles d'apprentissage aussi. Tu as des langages obsolètes, etc. Le langage le plus utilisé pour faire du site web actuellement, c'est PHP. D'accord. Mais tu peux aussi utiliser du Python, du Ruby, etc. Tu peux utiliser d'autres langages encore. Après, tu as ce qu'on appelle des surcouches qui viennent se rajouter sur ces langages-là avec ce qu'on appelle des frameworks. Donc ce sont des librairies qui te permettent de développer plus rapidement. Alors une surcouche, c'est grosso modo, ça te fait gagner du temps. Si quelque chose que tu dois écrire en PHP natif, c'est-à-dire sans surcouche, tu vas l'écrire peut-être en 20 lignes. Avec un framework, peut-être que tu l'écriras en une. Donc effectivement, c'est un gain de temps colossal sur un projet complexe de plusieurs mois. Ça te fait économiser des centaines, voire même des dizaines de milliers de lignes de code. Et toi aujourd'hui, qui est donc lead développeur, donc qui gère toute l'équipe, est-ce que tu as quand même une partie dans ton travail où tu continues de coder ou vraiment c'est juste de la gestion? Je code, on va dire 85% du temps quand même. Donc oui, il y a quand même beaucoup de code. Contrairement au chef de projet qui lui code beaucoup moins, parce qu'il gère vraiment la partie relation client. Mais si tu veux, le lead dev et le chef de projet sont quand même un peu en binôme, parce que quand on va voir le client, forcément, le chef de projet n'a pas le nez dans le code, donc il a besoin du lead dev qui va justement lui apporter l'aspect technique sur la présentation et le suivi d'un projet. Mais oui, je gère beaucoup de temps, donc généralement ce qu'on fait le matin, on fait le point pour savoir quelles sont les tâches du jour, qu'est-ce qui a été fait hier, etc. Je reste présent donc pour Julien et Hugo pour savoir s'ils ont besoin d'aide pour avancer, mais ça m'empêche pas des fois de leur poser des questions aussi si moi je me retrouve bloqué, parce que c'est pas parce qu'on est à un poste différent qu'on n'a jamais de problème. C'est le but, c'est de travailler en équipe justement, c'est d'être une synergie pour s'entraider mutuellement. C'est l'avantage de travailler à plusieurs, donc c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu préfères faire toi dans ton travail? Est-ce qu'il y a justement quand même un petit truc qui te plaît le plus?
C'est la conception du projet. Vraiment le point zéro quand tu arrives. Tu as fait, mettons, ton premier brief avec ton client, tu sais ce que tu vas devoir faire, ce qu'il attend. Tout est validé, on a le cahier des charges, on sait ce qu'on va faire dedans. Là, il faut poser les bases. Nous, généralement, selon les projets, on travaille sur du sur-mesure. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir sur des projets de zéro. Et en fait, on va poser les bases, donc définir l'architecture du système. On va définir quels sont les composants clés qu'on va utiliser. Et après, le but, c'est de venir mixer tout ça ensemble. On fait donc ce qu'on appelle un schéma pour en fait présenter quelles vont être toutes les fonctionnalités du projet, vraiment pour lister, pour faire une espèce de diagramme qu'on fera valider par le client. Et après, on commence à écrire les premières lignes de code, on installe nos outils. Et on va revenir un petit peu aussi sur ton parcours. Bien sûr. Quelle formation as-tu fait? Alors moi, j'ai un parcours très atypique. Parce qu'à la base, j'ai fait l'Institut d'administration des entreprises, donc à l'université de Perpignan. Je me suis arrêté en deuxième année. J'ai fait après une licence professionnelle, donc en alternance, donc pareil dans le développement commercial. Donc rien à voir. Pour contextualiser quand même, je code par passion depuis que j'ai 13 ou 14 ans quand même. Ok, c'est peut-être le cas de certaines personnes qui nous regardent. Sûrement, c'est fort possible. C'est encore plus répandu qu'à l'époque, donc j'imagine. Et c'est les tutoriels, tout ça, il y en a beaucoup plus. L'information est beaucoup plus facile d'accès qu'avant. Et après, une fois que j'ai eu cette première licence, j'ai commencé à travailler et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Commercial, c'est ça. Dans le commercial, voilà, ça ne me plaisait pas. J'ai tenu 6 mois et puis j'ai décidé de me reformer parce que j'avais des compétences, mais je n'avais pas de diplôme. Donc t'as quand même fait une formation en code, même j'ai fait une formation tu connaissais déjà. Voilà, j'ai fait une formation professionnelle où au final je n'ai pas appris grand chose, mais je suis allé chercher un diplôme et je l'ai eu. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. J'ai fait un stage, j'ai été embauché dans la foulée et ici. Non, pas ici, dans une autre boîte avant d'être freelance. Et je suis resté 4 ans et demi. Donc j'ai travaillé pour le 3e plus gros média rugby en France. D'accord. Donc on peut le citer, c'est le Rugby Ministère. Voilà, donc c'était intéressant, c'était un challenge technique, c'était un vrai gros premier projet. Et après j'ai eu un petit peu envie de voler de mes propres ailes. Donc le freelance m'a fait de l'œil de plus en plus. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un freelance? Un freelance, c'est une personne qui n'est pas salariée en fait, tout simplement. Donc indépendant. Exactement, c'est un indépendant. C'est généralement, pour le terme vraiment précis, on va être un auto-entrepreneur. Et du coup, est-ce que tu travailles pour d'autres entreprises que agence.com? Ça m'arrive, oui. D'accord. Ça m'arrive. Actuellement, par exemple, je donne des formations dans un institut qui est ici, donc l'IDEM au Soleil, l'IDEM Creative Art School, qui fait des formations certifiantes et diplômantes, donc pour la région Occitanie. J'ai des clients en nom propre, parce que j'ai ma propre entité en tant qu'indépendant. Oui. Je travaille avec agence.com sur certains projets, donc comme expliqué Florian, on mutualise les compétences pour travailler sur des projets communs. Mais ça doit te faire des grosses journées de travail, non? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où oui, ça fait des très très grosses semaines, voire même mois de travail, mais c'est comme ça. Après, je viens pas travailler en reculant, donc à partir de là, c'est pas grave. Ok, donc ça te plaît, tu dois continuer encore longtemps dans ce domaine-là? Oui, non, franchement, ça fait bientôt 9 ans que je suis professionnel dans ce milieu-là et j'ai pas, à aucun moment je me suis dit je vais changer. Ok, et quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui voudrait faire la même chose que toi aujourd'hui? Déjà, il faut commencer par apprendre au moins les premiers langages de base qui peuvent s'apprendre très rapidement. Donc lesquels? Donc au moins, si c'est pour du web, au moins partir sur du HTML, CSS. Déjà, c'est les fondamentaux. Et en tout cas, merci pour ton intervention. C'était super complet. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour ton intervention. Avec plaisir. Je te reprends le micro et moi je vais tout de suite retrouver Florian pour la conclusion. Merci beaucoup. Rebonjour Florian, je te redonne le micro. Rebonjour. On va parler un petit peu pour finir cette visite du recrutement. Donc est-ce que vous recrutez déjà ici? Alors là actuellement non, parce qu'on est... on a 10 places et on est 10. Pourtant, parce qu'il faut savoir que non, les seuls postes qui sont libres sur le côté, ce sont les postes pour ceux qui viennent lors d'un stage ou pour une formation. Ah, mais vous prenez quand même des stagiaires? Ah oui, bien sûr. On prend régulièrement des stagiaires. Donc là, c'est vrai que là, actuellement, on n'en a pas, mais c'est pour ça qu'on a 3 postes parce qu'il peut nous arriver souvent d'en avoir 2 ou 3 en même temps. Donc des stagiaires à quel niveau? Est-ce que ça va être des stagiaires lycée, collégiens? Alors, on prend de temps en temps des stagiaires collégiens ou lycéens, donc ce qu'on appelle des stages de découverte, qu'on essaye autant que possible d'en prendre. Après, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que le but derrière, c'est de pouvoir leur faire découvrir l'un de nos métiers. L'intérêt n'est pas de faire ce que j'appelle vulgairement un stage photocopieuse, donc c'est tout l'intérêt. C'est ça, ou café, ou les deux. Mais voilà, donc on en prend régulièrement et on prend aussi des stagiaires qui sont déjà en études supérieures, qui font des études de graphisme ou de développement. Mais en tout cas, vous prenez plaisir à les former. Faut savoir
Il faut savoir justement que la plupart des collaborateurs qui sont ici sont passés par d'abord un stage dans l'agence. Ok. En tout cas, même si vous embauchez pas actuellement, c'est important de dire que vous prenez des stages donc, de découverte. Tout à fait. Et que peut-être que vos besoins aussi futurs oui, vont voilà, se après, développer. Et dans tous les cas, autant, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, autant le graphisme que le développement web, il y a du boulot, quoi, globalement. Ce sont des métiers d'avenir de toute façon. Donc voilà, là-dessus, on aura toujours besoin de nouveaux profils, de nouvelles compétences. Ok. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes ? Je conseille surtout de faire un stage. Donc les premiers stages sont souvent ceux qui sont le plus importants pour découvrir le monde du travail, et tant qu'à faire, autant faire dans une branche qui nous plaît plutôt que de faire un stage juste pour faire un stage. Okay. Parce que c'est à partir de cette période-là que vous allez avoir faire des choix pour les études futures, donc il ne faut pas le négliger. Et il ne faut pas hésiter aussi à contacter les entreprises qui vous intéressent, parce que c'est quelque chose qui est apprécié, je le vois personnellement. Okay. C'est vrai que c'est plus intéressant, on apprécie plus quelqu'un qui va nous contacter, qui va nous appeler ou passer, plutôt que quelqu'un qui va simplement nous envoyer un mail sans explication particulière. Ok, et ben voilà. On leur dira de pas hésiter à venir ici à Perpignan. Avec plaisir, ils seront bien accueillis, et puis si on peut les accueillir en stage, ce sera avec plaisir aussi. Ok, et ben merci beaucoup. C'est tout pour moi. Moi je vais en profiter pour conclure cette visite virtuelle. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat comme d'habitude. On y répondra avec plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle visite. Bye.